Tiers-livre, les ateliers d'écriture, un exercice mais aussi un ensemble possible d'exercices. Donc pour moi, une certaine importance. Prologue. Non sont les chiffres 1, 2, 3, 4. Les chiffres sont Pi, Tel, Rur, Ranat, Tral, Devin, Lab, Tov, Philippe, Louis, Futer, Doducre. Non sont lundi, mardi, mais sont Bleudi, Clandi, Jeudi, Vangédi, Colédi, Targas, Simoins. Non sont les mois février, mars, sont Janure, Vectiambre, Marcueil, Bleu, Désolé, Ginindre, Treptan, Olympe, Bucrim, Éloin, Soubim, Derbim. Non sont d'ailleurs 12 mois les 12, mais Doducre. Non sont d'ailleurs aucun mois, mais des kilojours. Suite, suite. Non sont les couleurs bleu-vert, mais les couleurs sont Freux, Arga, Gec, Douin, Organ, Iliette, Ilepte. Suite, suite. Ambrezal, préfecture Castelblé, sous-préfecture Luviol, Rimignac, Livray, Haute-Luzerche, préfecture Sénécole, sous-préfecture Gamblé, Les Fléaux, Maximia, Molpertuis, Maximia, culture vivandrière de la vivandrine, Molpertuis, décolletage, fabrique de ponts, lycée d'opinion, la muselard de vie près des sources et se nourrit de vétrus, elle nidifie à l'automne et dépérit au bout de 5 ans, le psychoptère ne se découvre. Suite, suite. L'antépositif s'accorde en nombre au genre de la préposition que son verbe complémente. Au mode équilatif tant qu'au dépréciatif, le régime du sujet reste blanc. Les 6 modes sont 6. L'optionnel, le dictatif, le subodoratif, l'injonctif, l'inactif, le dodécationnel. Séparatif est le mode de séparation. L'optionnel est le mode de l'option. 16 temps sont quand il en est encore temps. Le présent lointain, le futur avancé, l'inactif présent, le désactif passé, le plus que présent, son projectif passé, le passé postérieur, le pire que passé, le jamais possible, le futur achevé, le passé terminé, le possible antérieur, le futur postérieur, le plus que perdu, l'achevatif, l'attentatif. Si je me retrouvais, je me mordrais. Je vois le monde et j'attends son décès. Nous examinons le présent humain, nous sommes nous les hommes, nous regardons dans les corps les uns des autres pour voir si nous y sommes. Au cours de ma vie, j'ai mangé 6 tonnes 6 de protides, 3 tonnes 3 de lipides, j'ai bu 600 006 verres d'eau vitrée, j'ai respiré 550 mètres cubes d'air, soit la surface répandue par terre de la ville de Platte exprimée au carré. Je vais mieux, j'ai 57 médecins sur mon carnet d'adieu, 37 sont bons, sauf le dernier qui me fut fatal. Docteur Hudler, novembre 60, me prescrivit du régludium pour tarir un œdème. L'an d'avant, la Dolores Hutin avait administré du Bérénix pour un trou blanc, puis j'ai mangé du IMA pour résister à leur service, puis j'ai gobé sous 2 états de l'anilique, 8,33 m, puis de la pomado référax pour rester soi, et par-dessus du surcitil et aubanil pour aller mieux. J'ai été opéré d'extrême lumière par le professeur Lemaire, 18 heures d'opération à ciel ouvert, 12 points de rature dont voyez les sutures, puis repris en seconde intervention par docteur Polka, l'adjoint pet sec du professeur Mécorde, puis écrasé à nouveau Ramoto par un kiné malhabile nommé François-Jean Nobilimi, rechute, en m'en sorti avec une attelle avec une broche dedans pour faire la paire, prise dans la cuisse, reprise dedans par une rotale élastomère, à la vue des 114 médecins, je me sentis pas bien, ouvrant un œil et le fermant, coupait parole pour dire la suite. Moi, je me lasse pas de lire ça. 1994, ça fait quoi? Ça fait... Vous vous rendez compte, ça fait presque un quart de siècle qu'il existe, ce livre. Et pourtant, je revois comme si c'était hier au Festival d'Avignon. Valère qui s'était entré, une fois que tous les spectateurs étaient en place, il s'était mis là, juste au milieu de l'allée, à côté de moi. Et puis voilà, les gens sortaient, les bons bourges d'Avignon. Qu'est-ce que c'est ce machin? On montre sa désapprobation. Et Valère, le petit montagnard Rabelais qui restait là, planté au milieu, il bougeait pas. Les gens l'enjambaient sans savoir que c'était lui l'auteur. Et c'est comme ça que ça a fini. Vous qui habitez le temps. Mais ça n'a pas fini pour longtemps. C'était peut-être pas la fin de l'année scolaire suivante, mais juste celle d'après, en tout cas dans la foulée. Claude Buchwald, prof de théâtre à Paris 8, fait travailler ses étudiants là-dessus. En fin d'année, je crois que c'était un truc qui s'appelle le bateau lavoir à Paris. Les étudiants se saisissent de vous qui habitez le temps
Et je crois que depuis, donc effectivement, 25 ans, ce texte a toujours été joué quelque part. Une année, il y a quelque temps, il y a eu à Orléans un rassemblement des 16 traducteurs qui, dans tout le monde entier, avaient tenté de traduire Vous qui habitez le temps. Vous vous rendez compte d'un taf. Alors Novarina, Valère Novarina, savoyard, comme rien ne l'indique, sa mère, actrice de théâtre, les souvenirs qu'il a, c'est à 6 ans, on l'emmène voir sa mère qui joue du Molière, il voit arriver sa mère avec une perruque et qui parle une langue qu'il comprend pas, il se met à hurler dans la salle, on l'enlève de force, voilà comment une vie tout entière se consacre au théâtre. Son père était architecte, après la guerre 39-45, il rebâtit des cathédrales, et puis ensuite des ponts quand viennent les autoroutes. Bon, c'est ça, la mixture Novarina. Des anecdotes, il y en aurait beaucoup d'autres, c'est pas ça qui compte, je crois que c'est dans un livre que Paulo Tchaikovsky-Laurence avait rassemblé par la suite. Bon. J'aurais jamais su où j'avais rangé les courriers échangés avec Novarina, et même une carte postale à rhinocéros. Et ben, c'est dans ce livre-là. Ouais, l'atelier volant, tous ces trucs-là, période où dans les années 70, les perfs, tous ces machins-là, et puis à un moment, puis un truc assez gigantesque qu'il avait reprendre le personnage de Falstaff de Shakespeare, un peu comme le bouffon ubu, quoi. Cette voix qui profère, mais qui déshabille en même temps. Et de là arrive, donc c'est son Falstaff, c'était Marcel Maréchal qui avait monté ça, si je me souviens bien. Donc quand même une vraie histoire du théâtre pour Valère, la lutte des morts. Et puis à un moment donné vient, je ne sais pas si c'est dans ce bouquin, je pense que ça y est, mais je ne sais plus où, un monologue. Et ce monologue s'appelle Monologue d'Adramélec. Et à ce moment-là, Novarina quitte en gros le théâtre et passe dans la langue. C'est un peu bizarre de dire comme ça, peut-être qu'il ne serait pas d'accord, mais dans Adramélec, il y a ce truc que si je profère et que je suis là, que je maintiens cette profération, que je suis corps sur scène, corps exposé, en même temps qu'exposant, à ce moment-là, la langue qui vient là, eh bien, elle va se déformer, elle va saisir, et en même temps qu'il se saisit du présent, des corps, du danger, mais aussi de toute la très vieille histoire, eh bien, c'est ça qui la remodèle de l'intérieur. Et à ce moment-là, je dirais, c'est une vraie naissance de Novarina, avec évidemment un livre comme Le drame de la vie. Et puis, ensuite, par exemple, en atelier d'écriture, je me sers aussi très régulièrement du discours aux animaux. Une traversée de cimetière avec, à partir des épigraphes sur les tombes, il y a un fragment, il y a une sorte de journal aussi. Bon, ça, c'est vraiment des choses dont je me sers couramment, constamment. Le discours aux animaux, l'histoire, c'est que Valère écrivait. Ça faisait 3 ans, ça faisait 4 ans. Paulo Tchaikovsky vient le visiter dans son atelier. On discute, on boit le café. Bientôt. Et puis le lendemain matin, catastrophe. Valère qui appelle Paulo Tchaikovsky-Laurence. Manuscrit volé, manuscrit perdu. Il est rentré dans son atelier, plus de manuscrit. C'est 4 ans de boulot. Et POL de répondre à Valère. Cher Valère, ne vous inquiétez pas. Il part à l'imprimerie ce moment même. C'est ça le discours aux animaux. Et c'est peut-être important parce que voilà le format. C'est du lourdingue. Je dis ça, oui, une lourdeur de Valère. Lourdeur du souffle. Une pesanteur de l'homme. Plus de 300 pages baraquées. Et puis, voici l'inquiétude. On n'est pas dans le même format. Adaptation pour la scène du discours aux animaux. Et je crois que jamais plus il n'utilisera ce mot-là, adaptation. C'est-à-dire qu'il y a le Valère Novarina qui fait cette traversée usante, physique, par le temps, pour la chair de l'homme, pareil dans son espèce d'atelier, dans le 19e à Paris, une estrade au bout. Donc il écrit sur cette estrade, ce que moi je pourrais jamais faire, mais il écrit en même temps devant l'espace. Et cet espace, évidemment, pour lui, il écrit en pensant sa troupe d'acteurs, avec cette bizarrerie que, par exemple,
vous qui habitez le temps, certains acteurs qui étaient des étudiants de Paris 8, je pense à Nicolas Struve, sont devenus ensuite des acteurs de troupe régulière de Valère. Donc c'est écrire à la chair de l'homme, et là il avait ce principe de dire que tous les jours, il écrit, il imprime. Quand il imprime, il colle sur les parois. Et au milieu des 3 parois, il y aurait, pour les assembler, des genres de rosaces. Alors, il y a une rosace, c'est la foire de Thonon-les-Bains, le 9 septembre, souvenir d'enfance. L'enfant a 10 ans, et puis il y a toute la petite ville qui est rassemblée. Il y a 2000 personnages, et chacun... Alors, pourquoi on le sait? Parce que à chacun est associé un verbe d'action de la langue française. Il y en a 2000. Et puis un peu plus loin, l'autre rosace sur la paroi d'en face, ce sera les verbes abstraits. Alors là, une suite de définitions de Dieu dans l'ensemble de toutes les littératures, associées chaque fois avec un verbe abstrait. Puis la dernière rosace, c'est... Là, ça nous rapproche aussi de notre exercice. Au bord de l'Isère, de l'Escaut, du Rhin, de la Dige, du Tigre, de la Vistule, de la Sambre, de la Sarine, de la Bidassoa, de la Bore, du Lys, au bord de la Clarence, au bord du Loine, au bord de la Nave, au bord du Vimereux, du Léquin, de la Tamise, de la Crécoise, de la Planquette, de la Ternoise, au bord de la Marque, au bord de l'Arc, de la Trétoire, de l'Auty, de la Brelle, au bord de l'Aune, au bord de l'Erclin, au bord de la Mai. Simplement, vous voyez... 2 pages, 4 pages, 6 pages, 8 pages, 10 pages, 12 pages, 14 pages, 16 pages, 18 pages, 20 pages, ça c'était la dernière rosace. Est-ce que les noms qui désignent des cours d'eau, des très grands, très petits, totalement ignorés, ce qu'on retrouve sur le fond des cartes, ou qui sont des souvenirs d'enfance, est-ce qu'ils portent en eux, dans la langue, quelque chose de liquide? Ça c'est Valère Novarina. Et la chair de l'homme... oui, travailler 2 ans là-dessus, et bien ensuite, ça va être une suite de pièces, l'origine rouge, je me souviens d'une, mais qui ne sont pas des adaptations, c'est une autre étape, c'est-à-dire c'est se saisir de ce travail massif, littérature, à l'intérieur, pour en faire ce qui va devenir scénographie. Et puis ensuite, il y a le Novarina, metteur en scène, qui fait lui-même ses scénographies, qui est capable de jouer de la musique, de diriger, monter les acteurs. Bon. Voilà, ça c'est portrait général de Valère Novarina. Pendant la matière, une suite d'aphorismes sur justement ces questions du souffle, du théâtre. Un texte très étrange qui s'appelle Pour Louis de Funès. Évidemment, Louis de Funès, presque une sorte d'antithèse, mais d'acteur par excellence, mais dans ce registre du comique. L'acteur qui entre, je ne veux pas qu'il soit un algébriste télégraphié par quelqu'un d'autre qui m'énumère les 23 stations mécaniques d'un alphabet d'emprunt, un pantin dont on manipule le mouvement. Je ne veux pas qu'il me représente des figurines, des silhouettes d'humanoïdes, ni qu'il me représente moi ou mon voisin, mais qu'il vienne détruire et couper nos visages, qu'il apparaisse devant moi non comme un autre en face, mais comme mon propre corps sorti du monde en son et en limon, car dans la matière tout au fond, il n'y a pas des protons, mais la musique, le rythme de toute chose apparaissant dans le mouvement qui fit la matière autour du son. Peut-être vous connaissez déjà. Alors vous qui habitez le temps, on fait partie des choses écrites pour la scène. Il y a des noms d'acteurs. Derrière, il y a ce livre qui s'appelle Le drame de la vie, avec autant de personnages qu'il y en a dans la Bible. Les pistes d'atelier sont multiples. J'en mets quelques-unes dans le billet associé à l'exercice. Mais là, on passe à un qui, pour moi, compte énormément. C'est-à-dire, à un moment donné, donc on a 8 acteurs, je crois. Donc c'est des choses de groupe, des choses chorales, des choses qui se croisent, des choses basées sur le jeu entre l'un ou l'une et l'autre. Et puis, chaque acteur, actrice, a dans le cours de l'heure et demie que représente vous qui habitez le temps, un solo qui est sous forme de biographie. Simplement, il s'agit de biographie évidemment fictive. Est-ce que c'est fictif, la biographie d'un acteur, ou est-ce que c'est la vraie biographie d'un personnage fictif? Déjà, nous, ça va nous mettre un petit peu en chemin, ces choses-là. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ces biographies, l'Homosas, ça s'est ouvert tout seul, c'est que la géographie, le territoire, l'espace dont on est venu pour sourdre au présent du monde, vient s'énoncer par ses noms propres, par ses toponymes. C'est pour ça que cet exercice, dans ma tête, je l'appelle autobiographie au nom propre. C'est peut-être pas cohérent, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que c'est devenu. L'Homosas
J'ai eu lieu un 8 1er septembre à Méville-sur-Négat, d'une femme fermée par la bouche de quoi et d'un homme de la même erreur. Né d'une mère trouée d'un homme de U par une femme de B, mon père fut enterré dès sa naissance, quartier 3B, à Morgy-Ouest, dans les Suds vastes, face au croisement boulevard qui cloche. Tombé à Montluçon, il s'était très tôt précipité de quitter Annonay pour la suite. Tous ces changements vécus en vain. Les anonistes l'appelaient Mussy-Pontin à Bar-le-Duc, Bar-le-Ducien à Pont-à-Mousse, les Marseillais le Colibet, faux objets vrais, et les Nîmois, Lillois de Lyon. À la suite de lui, j'ai vécu rien qui suit. Puis rien que 3 mois dans les villes de quoi, fuyant Toulouse, qui va de Quinconce, j'ai fait le tour des fausses nouvelles. Un jour à ça et 8 par là, j'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Vendangeur à Villivray, au sculpteur à Trois-Chantiers, marchand d'idées, à Mérignac, fermeur d'usine à Jean, souffre, circulorateur aux offrants, juge de touche en Lozogne, tombeur en Val d'Oise, îlotier au ouf, cloueur de stop à Lumigny, hésitateur à la patte d'oie, moutonnier au bois de Chelles, rappeleur de mort dans les Yvelines, 8 ans en vain, dévideur chez... Après Villenoise, j'en avais marre de brinque-baller de l'avant, rien que mon corps de néant. Le soir, je me promenais rien qu'en moi, et en noir, sans rien voir, ni savoir. Après Villenoise, en Peugeot d'occasion, citron, bleu ciel, je faisais tous les soirs 8 fois le tour de la ville de quoi, pour voir si elle était bien en moi. Après Villenoise, Ponson, Ivray, Ifo, Verdil-Grand, Verdil-Petit, Nussy, Village, Monceau, Puteaux, Lubien, c'est rien, Rive du Trouvray, j'ai tout fait, j'ai fait tout, j'arrivais à rien, partout j'allais nulle part. Cancre à Globval, Méritoire aux Itrans, déformiste à Jardigny, auscultier à Blangien, perdeur à Vieux-Villy, Tangiblo de Lucé, réformiste au bas de Givry, ructeur au Gros Verpeau, Laxis, etc. Il y en a une page et demie. Bon, j'en ai fait un petit extrait, vous le trouverez dans les fiches habituelles. Et puis, pourquoi moi je pense là qu'on est dans une autre ligne de crête de ce territoire d'atelier là, qui se constitue peu à peu sur mon site via ces vidéos et votre patience, c'est à la fois quelque chose qu'on n'a pas forcément envie ou qui vous vient de travailler pour soi. Mais si on se dit, ça vaut le coup d'y aller voir, y aller intentionnellement, et on va travailler un point très précis de la relation de la langue et du sol, et de sa propre histoire, c'est-à-dire cette relation du soi à son territoire, ou son absence, ou son évanescence, deviendra dans le texte instance de langue, et donc langue, récit, invention, narration. Et là, explorons cette petite trappe. Et l'autre, ce qui fait pour moi ces exercices-là dans ce cycle une ambivalence, c'est que si vous êtes en collège, si vous êtes en lycée, voire même en école primaire avec une classe de CE2 ou de CM2, mais tout pareil dans le supérieur ou avec un groupe d'adultes là où vous êtes, eh bien, c'est des exercices qu'on peut s'approprier en tant que formateur, en tant que emmener un public, je pense en particulier au dispositif pédagogique évidemment, dans l'expérience même de la langue. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ils ne seront pas amateurs. Ils seront dans un court-circuit qui font que nous, on a délimité suffisamment la proposition, le territoire, et ce qu'on exerce, c'est la littérature. Alors quoi dans la littérature ? Bien souvent, dans l'étymologie même de nos noms, il y a un pays. Souvent, le pays est reconnaissable, identifiable dans l'origine même de nos patronymes. Mais si on glisse vite dans la littérature, les lieux, par exemple dans Rabelais, les lieux de la guerre de Gargantua, c'est les noms des hameaux. Picrocole, il est de Lernay. La Sibylle, la sorcière du tiers-livre, elle est de Panzou. C'est-à-dire qu'il y a une association secrète, mais qui passe par la poétique du nom, qui rejoue dans le rapport du personnage au récit, ce qui est la poétique même du lieu, du nom du lieu, du toponyme. Dans Flaubert, le village de Madame Bovary, il a un nom. Balzac, on sait faire des cartes. Et les cartes chez Balzac sont fractales. Il y a la carte de Paris, et puis la carte selon quel lieu de Paris
en quel lieu de Paris se passe l'histoire, ou si c'est Angoulême, ou Issoudun, ou Fougères, ou les environs de Tours et de Saché. Et chaque fois, c'est porté par un repérage associé à un toponyme. Je pense que celui qui est allé le plus loin dans cette exploration, mais on la trouve partout, c'est une constante, j'allais dire, c'est explorer une constante de la langue et le risque qu'on soit aujourd'hui de l'avoir perdue. Et si on perd, ou si on atrophie cette relation à la langue qui désigne les lieux, et les lieux d'origine, et les lieux de mémoire, et les lieux d'enfance, qu'est-ce qu'on va atrophier de notre relation à l'ensemble des composantes du présent, notre capacité d'énoncer notre sol, notre territoire, là où on se tient, et puis, comme dirait Rabelais, s'il y a un pied qui est là, l'autre n'est pas loin. Mais pas de plaisanterie, on est dans quelque chose de trop grave. Je pense à Marcel Proust, l'étymologie de Balbec. Et puis à un moment donné, c'est que Balbec est un nom inventé, en tout cas un nom transposé, un nom fait de plusieurs noms, de même que Combray, de même que sa rivière la Vivonne, qui est dans la grande énumération de Valère que je lisais tout à l'heure dans La chair de l'homme. Mais la Vivonne ou le Clin, la Vivonne, elle coule à Poitiers, elle coule pas à Illiers, qui maintenant s'appelle Illiers-Combray. C'est un autre nom, à Illiers. N'empêche que nous, quand on va se balader à Illiers et qu'on suit le côté de chez Swann ou le côté des Guermantes, c'est bien le long de la Vivonne, et donc d'un être de langue, qu'on se promène. Et c'est que Proust, il y a toujours cette façon qui le rend très transitoire entre 19e et puis nos formes plus abruptes de maintenant, que si ce jeu sur les étymologies est important pour lui, ne serait-ce que le nom Guermantes, est-ce qu'un nom porte d'épaisseur et de temps par rapport à Swann ou par rapport aux bourgeois que sont les Verdurins ou le Grandin ou même la famille Proust. Cette instance du récit qui désigne le nom des lieux, qui se saisit des toponymes et cherche, en creusant le toponyme, à retrouver quelque chose qui soit de l'ordre de comment le personnage se dissout. C'est-à-dire comment il n'y a pas de réalité dans Proust, il n'y a pas de réalité du personnage, il n'y a que si on l'attrape, tout se dissout, mais dans ce mouvement de se dissoudre, vous avez posé votre relation au personnage. Et vous avez existence, réalité, corps, pesanteur. Donc l'instance de réalité, elle est dans le lecteur, et c'est ce qui permet que tout le reste soit relation, énonciation, quête, mouvement. On n'est pas encore prêt de se dispenser de lire et relire Marcel Proust. Simplement, quand on développe ces instances qui sont explorer le toponyme, si c'est l'auteur, ça devient une démonstration. Donc ces démonstrations, ces creusements vont être affectés à des personnages. Et c'est par exemple Brichot, le vieux prof de la Sorbonne, qui lui aura des explications tellement savantes qu'on s'endort. Mais si on s'endort, ça veut dire que l'explication savante du nom du lieu, finalement, ne compte pas pour nous. Mieux vaut la poétique fausse ou la naïveté de l'interprétation populaire que ce que nous assène le vieux Brichot. Mais c'est plus curieux avec justement celui qui va incarner cette espèce de sagesse populaire, ce sera le curé. Curé de Balbec ou curé de Combray, je crois que c'est le curé de Balbec. Les étymologies du curé de Balbec sont souvent fausses, mais en tout cas on a ce qu'il nous raconte, c'est-à-dire que creuser le nom et pour chercher cette poétique qui le relie à une lumière, à des lieux, à des reliefs, à un vieux mur, à une épaisseur du temps, eh bien c'est ce personnage, même s'il donne des étymologies fausses, qui va avoir cette fonction dans le récit. Et c'est pour ça que Marcel Proust nous fait rêver, toujours. Alors simplement, pourquoi vous embêter avec ça ? Ils sont où nos propres toponymes ? Ici, j'habite rue Jean Jaurès. Un peu plus loin, il y a rue Victor Hugo. Il y a le quai de la Loire qui a son nom. On ne va pas s'embêter avec ça, mais quand vous allez près de la gare Saint-Lazare,
Par exemple, la rue d'Amsterdam, puis la rue, je sais pas, enfin toutes les villes européennes sont là avec le nom d'une rue associée. Donc, si on se promène dans le quartier de la gare Saint-Lazare, qu'est-ce qu'on joue comme topographie? C'est compliqué la topographie. Rappelez-vous aussi les exercices de Guy Debord. Marcher dans Paris en suivant le plan de Londres, ou marcher dans Londres en suivant le plan de Paris. Il y en a d'autres qui ont refait l'exercice il n'y a pas si longtemps. On commence à perdre un peu nos repères, mais allez dans toutes les villes de périphérie. Reprenez par exemple quand on a construit les rocades et aménagé tous ces lotissements par quoi la concentration urbaine tirait toute la toile du vieux pays pour l'assembler, faire des villes, mouvement qui continue toujours. Ça fait les sous-préfectures, et puis les préfectures, et puis ensuite les régions, les capitales de région, et puis maintenant, il y en a qui ont le statut de métropole et d'autres qui ne l'ont pas, mais on continue les lotissements. Il fallait leur donner des noms aux lotissements. Alors il y a le lotissement des écrivains, vous mettez rue Zola, rue Balzac, vous mettez une rue Lautréamont, une rue Rimbaud, peut-être pas, mais une rue Anatole France, combien vous en avez ? Sur ma chaîne, vous avez peut-être vu cette vidéo consacrée à un livre extraordinaire, paru il y a 6 ou 7 mois, enfin en tout cas en 2019, Charles Coustille, faisant une recherche sur Internet pour retrouver un texte de Péguy, plutôt que d'aller le chercher, parce que c'était le soir dans ses bibliothèques, dans la pièce à côté. Eh bien, il découvre qu'à Stein, en Seine-Saint-Denis, il y a un parking Péguy. Et puis de là, qu'il y a plus de 400 rues, places, parking qui s'appelle Péguy en France. Et il décide de partir en voyage avec un ami photographe sur la suite des appellations, des toponymes qui incluent Péguy. Là, on commence, vous voyez, à découvrir un peu notre zone. Alors, où je vais avec ça? C'est-à-dire que ces toponymes qui ont une relation tellement essentielle, organique, fusionnelle avec notre rapport à ce qu'on arpente. Là où, quand on va jusqu'au bout, prenez chez Julien Gracq, l'île Batailleuse. C'est quoi l'île Batailleuse? Quand on sort de chez lui, rue du Grenier à Celles, on prend à gauche, on passe devant le petit resto où il donnait ses rendez-vous, on franchit le pont, et puis l'île Batailleuse, c'est l'île qui est là, sur la Loire, devant vous. Mais quand on est lotissement, où il y a rue des Sansonnets, rue des Alouettes, rue des Hirondelles, tout ça je veux bien. Est-ce que vous avez une rue des Corbeaux? Certainement pas. Prenez récemment j'étais à Massy-Palaiseau. Pourquoi? Parce qu'ils m'avaient commandé un texte, mais après le texte, ça leur a pas plu. Alors ils m'ont payé que la moitié de la somme, c'est rude. Hein. Mais justement, ça prouve bien que le toponyme, c'est pas... À Massy-Palaiseau, vous avez une cité cosmonaute, à côté d'une cité Flaubert, et au milieu, c'est l'avenue de Stalingrad. Je dis ça un peu de mémoire, mais ces noms, par exemple, dans toutes ces villes, selon la couleur politique de la mairie, dans l'après-guerre, disons 1947, jusque-là, presque au bord des années 2000, les toponymes valaient pas la peine de commenter. Ça ne nous intéresse pas énormément. Maintenant, d'ailleurs, très souvent, on les a débaptisés, les boulevards Staline. On garde un peu peut-être les rues Lénine. Si c'est les traditions socialistes, ça va être d'autres. Et puis maintenant... Et puis c'est là où on peut basculer encore sur une autre question essentielle du territoire. C'est-à-dire, vous voyez, ces lotissements. Par exemple, je me souviens près de Rennes, une petite ville qui a eu le culot de donner uniquement des noms de cinéastes à cette partie neuve de la ville. J'y étais invité, j'ai dormi. Ça m'a vraiment touché parce que tout simplement, on n'est pas habitué. Parce que les écrivains, si c'est Anatole France et pas Lautréamont, eh ben... Il y a une espèce de constitution de valeurs symboliques à Paris. Vous savez, des noms de... Tous les préfets de police ont eu leur rue. Tous les chefs de guerre les plus réactionnaires gardent toujours leur rue. Les banquiers de Louis XIV, malgré leurs exactions, ont leur nom de rue. Et quand vous voulez rajouter un nom de rue à des personnages, par exemple, Place René Char, c'est quoi? C'est un carrefour. C'est un angle, c'est là où, par exemple, le boulevard Saint-Germain coupe la rue de Rennes, on va dire, c'est la place Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Mais il y a quoi? Il n'y a rien, puisque c'est précisément l'espace même du carrefour. Donc vous voyez, tout de suite, on va rentrer dans un autre enjeu.
avec ces choses-là. Ici, tout près, il y a un bled qui s'appelle la Ville aux Dames. Je crois que c'est plutôt à cause justement, d'où ça vient, le toponyme, la Ville aux Dames. Mais moi, j'en sais rien, je n'ai pas été chercher. N'empêche qu'à un moment donné, ils ont décidé que toute leur rue porterait des noms féminins. Et puis tout d'un coup, quelque chose devient comme ça, un mode d'énonciation. Ça. Mais simplement, ce qui caractérise notre territoire, et là on bifurque sur encore autre chose, c'est que l'organisation, c'est-à-dire le module devient fractal. C'est-à-dire si vous travaillez avec des collégiens, il y a là où on habite, l'arrêt de bus, le collège. Les bus comme ça n'a pas une grosse importance, mais il y a le lieu où on va aller faire du sport. C'est un stade, c'est une patinoire, c'est une piscine. Et puis, il y a le lieu où on va aller faire nos courses. Et puis, le nom des courses, par exemple, les supermarchés, dans la province en tout cas, structure. L'espace, c'est aussi pareil avec les Parly 2, avec Ulysse, machin, et tout ça. Donc, c'est ces zones commerciales qui vont être l'organisation structurelle de la géographie, donc installer aussi vos repères, c'est-à-dire vous allez jusqu'au rond-point du Auchan, et puis là vous tournez à gauche, et puis quand vous voyez le Leclerc, là par contre vous prenez à droite à la station-service Total, et puis c'est là dans la première rue à gauche, et tout d'un coup, la notion même de cinétique, de trajet, a gommé la ville. C'était quoi la ville autrefois? C'était les grandes avenues, le bâtiment, le palais de justice, la mairie, et puis vous mettiez la statue équestre à Montpellier, la statue de Louis XIV, contemplant cette ligne de force organisant. Et donc la taille même de la statue équestre liée à cette fixité. À Paris, ce principe organisant Concorde, Arc de Triomphe, Arche de la Défense au loin. Maintenant, nos repères, quand on arrive en bagnole sur des endroits comme ça, on regarde qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là, qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là, moi je veux aller par là, qu'est-ce que je dois prendre comme fil, et est-ce que le feu me dit d'y aller ou de ne pas y aller? Donc notre perception est complètement sortie même des toponymes, des anciennes places d'armes, devenues places Leclerc, à la fois des grandes villes, comme la petite ville où moi j'étais adolescent. Ouais, on commençait à dire place Leclerc, mais les gens continuaient à dire plutôt place d'Armes. Mais dans cette organisation modulaire, il y a des noms propres. Le nom de l'école maternelle, le nom de l'école primaire, ou des écoles primaires, le nom du collège. Puis vous savez que même il y a des lois. Il faut que la personne soit décédée depuis 5 ans mais il peut y avoir des dérogations. Pour qu'un collège s'appelle Françoise Dolto, même si ensuite on aurait envie qu'il s'appelle d'un autre nom. Et puis c'était pareil pour les bibliothèques. À Bobigny, quand on a inauguré la belle bibliothèque toute neuve, toute l'équipe des bibliothécaires souhaitait qu'elle s'appelle Bibliothèque Franz Kafka. Eh ben non, elle s'est appelée Médiathèque Elsa Triolet. Et c'est pareil pour les patinoires, c'est pareil. Donc moi, c'est ça la proposition. On se reprend le truc de Valère, c'est-à-dire ce que je voudrais vous proposer, et je répète bien, je suis vraiment sûr de moi pour cette ambivalence, c'est-à-dire si vous le travaillez pour vous, cet exercice, c'est différent, c'est-à-dire ce sera, la mécanique de l'exercice va vous contraindre à aller chercher des toponymes que vous avez peut-être oubliés ou moins précisés. En tout cas, qui seront des appellations abstraites, parce que école Anatole France, il peut y en avoir partout, je dis ça n'importe comment, ou des écoles Victor Hugo, ou une bibliothèque, je sais pas quoi, mais de reconvoquer ce nom. Le nom de la rue quand on allait chez le médecin. Le nom de la rue où il y avait cet immeuble et le nom de la résidence, et c'est là qu'on a habité 3 ans à telle époque. De reconvoquer le nom propre. Le nom du lieu, du toponyme, de la rue, du bâtiment, peut-être même le nom de l'instituteur ou le nom du médecin, si vous vous souvenez plus de l'adresse du nom de la rue ou de comment s'appelait l'école. Mais en tout cas, il y a de retrouver ces noms de lieux, de personnes, fait que l'image des lieux va ressurgir dans une abstraction, elle va ressurgir dans sa modestie. Parce que cette petite rue qui est toute banale, où il y avait, je pense là, un truc de Bergogneau, la prof de piano quand on était obligé d'aller supporter des cours de piano. Ces choses-là vont ressurgir en devenant images. C'est-à-dire que tout d'un coup,
Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une vraie autobiographie. Alors, je reviens sur cette ambivalence parce que je suis plusieurs fils en même temps. Si c'est pour vous que vous le faites, vous allez refaire surgir des images. C'est-à-dire que la proposition est un outil et pas une finalité. C'est-à-dire qu'en utilisant, en partant à la recherche organisée, chronologique de ces toponymes, archétypes, multiples, stérilisés, qui n'ont pas le poids qu'ils pouvaient avoir chez Proust ou chez les autres, eh bien, à chaque fois, ce sera un peu plus de proximité à une petite parcelle de réel. Et c'est cette parcelle de réel qui est intéressante à écrire. Si c'est une grille avec une glycine, et puis le bruit des voitures quand ça repasse au vert, eh bien ça va être ça l'image. Et donc c'est pas une question d'aller raconter sa vie, surtout pas. C'est de faire apparaître un contexte, une organisation du réel. Par contre, si vous utilisez cet exercice, autre côté de l'ambivalence, avec une classe de 4e ou une classe de seconde, ou quel que soit le groupe avec lequel vous travaillez, y compris en prison ou dans le monde psychiatrique ou à Normal Sup ou à Sciences Po, eh bien, à ce moment-là, cette question de l'interrogation politique du territoire, cette interrogation de la constitution du territoire par le nom va prendre une autre valeur. C'est-à-dire que même si on habitait immeuble Victor Hugo et puis qu'on allait à l'école Maurice Thorez, eh bien, à ce moment-là, ce qui surgit devient la façon dont on a structuré, malgré ou contre l'individu, un territoire. Et donc la profération des toponymes, en tant que telle, va devenir réappropriation, reconstitution de l'identité. Ceci étant posé, je reprends cette consigne qui, pour une fois, est très claire, c'est-à-dire prendre, et je vais finir sur Novarina juste ensuite, prendre pour vous autobiographie, que ce soit pour vous dans le travail personnel, ou que ce soit avec le public si vous utilisez cet exercice en atelier d'écriture, une véritable autobiographie. Simplement, l'autobiographie vraie, elle est mentale. C'est-à-dire, les noms servent à constituer, à rappeler, à convoquer le parcours de l'autobiographie. L'autobiographie ne va pas s'énoncer en disant « alors on a déménagé et on s'est installé au 3e étage, etc. etc. » Non, ça va être Cité Balzac, rue Froide, parce que j'avais fait un texte sous ce truc-là, parce qu'à Vitry, il y a effectivement une cité Balzac, et le nom de la rue, c'était rue Froide, qui était un médecin. Je ne sais pas dire qu'elle était froide, la rue. Mais cité Balzac, rue Froide, je voulais même en faire mon 2e livre qui n'a jamais existé. Eh bien, cité Balzac, rue Froide, le carrelage jaune de l'escalier, la vitre cassée de la porte. Et puis c'est tout, ce sera ça. Et ça, par contre, cette relation du nom propre et de l'image qui y est associée, fragmentaire, lacunaire, abstraite, qui ne dit rien de l'autobiographie, mais qui est tout entière, par essence même, votre rapport à votre autobiographie. Cette poétique va devenir une poétique du lieu, une poétique discontinue, scandée, parce que ça, c'était quand vous aviez déménagé, vous aviez 6 ans. Puis à 10 ans, on habitait là, c'était comme ça. Et puis à 12 ans, c'était ce stade, etc., etc. Et donc cette scansion, cette discontinuité, c'est elle qui va redéfinir aussi un chemin, un trajet. Mais un trajet, c'est le mouvement brownien des gaz. La ville est une entité, mais la ville n'existe plus en tant que synthèse globale. Ça, c'est la différence entre Balzac, le monde de Balzac et le monde de Proust. Dans Proust, il n'y a plus que des incursions, des tunnels confort, et puis on s'aperçoit de cette réalité qui nous entoure, mais il n'y a plus de possibilité de la tenir syncrétiquement, comme c'était le cas chez Balzac. En gros, j'ai fini. Alors, Valère Novarina, là-dessus, eh bien, c'est que on a le droit de déformer. Cité Balzac, rue Froide, cité Balzac, je sais pas, je vais pas faire le clown comme ça, j'aime pas ça. C'est quand culture vivandrière, Maulepertuis, culture vivandrière de la vivandrine.
il y a une espèce d'aporie, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ce qui serait un énoncé brut du toponyme, et puis 2 points, et puis description de l'image. C'est comment l'un appelle l'autre, comment l'image distend et déforme ce qui s'énonce. C'est-à-dire qu'on a même le droit d'aller, que l'énonciation vienne perturber l'intérieur du toponyme. Le toponyme va devenir ce qu'on mâche, ce qu'on profère. Bibliothèque Louis Aragon, bibliothèque Louis Aragon, 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 bibliothèque Louis Aragon, et puis le livre c'était quoi? Et puis la dame qui vous recommandait le livre ressemblait à quoi? Et puis, mais tout ça, ça va être dans bibliothèque Aragon, et ce mâchement du toponyme et de l'image, justement parce qu'on le scande en progressant dans le temps. T'as 2 ans, t'as 4 ans, t'as 6 ans, t'as 8 ans, t'as ça. Le nom du garage où on mettait la voiture et tout ça, tout ça. Voilà, c'est ma proposition. Je m'en tiens là. Je crois que j'ai dessiné à peu près ce que je souhaitais. Vous qui habitez le temps, un grand livre qui ne dispense pas des livres sources comme le discours aux animaux, et donc de retravailler l'œuvre essentielle de Valère Novana, c'est du plaisir, c'est rien que du plaisir. Mais en même temps, dans cette réduction qui projette le livre vers une autre instance, c'est un livre-outil. Moi, c'est comme espèce d'espace. Vous qui habitez le temps, même à 25 ans d'écart, fait partie de ma bibliothèque d'outils d'écriture. Et toujours cette ambivalence, on le fait pour soi. Jean du temps, apportant un caillou. À la ville de Huit, j'ai vécu déguisé en citoyen humain, entièrement dévêtu sous son costume urbain, habillé en moi et en noir. J'aurais voulu fixer un cadre intérieur aux objets, alors que j'étais né en ignorant même leurs limites. Si tu ne parviens pas à faire une vie de ta vie, me dit ma mère, au milieu de notre misère, fixe-toi en toi un cadre dehors duquel tout soit permis. Fixe-le bien et tiens-t'y. Ainsi me dit mon père, dès que je vis qu'il y eut sur terre des hommes parmi nous, j'ai trop vécu des nulles pattes nuit de la nuit. Puis je fus ébréché apprenti en boucherie. 3 ans durant, place de Bagneux à Bagneux. Puis sur les lieux du crâne où j'ai coupé toujours de la viande en 2. Le soir, la télévision d'action nous vomissait son sermon. Parfois, on y revoyait les Américains débarquant maquillés sur le bref. 30 ans plus tard qu'auparavant, j'avais dû fuir toutes ces engeances. Infini, c'est infini. À vous d'écrire.